Questions orales. The Honourable Leader. L'honorable chef de l'opposition. À 3 heures cet après-midi, le Canada aura une population de 40 millions de personnes. En même temps qu'on apprend que le nombre de maisons bâties au Canada va tomber de 19 % cette année. Donc, où est-ce qu'on va loger tout le monde? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Logement. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour sa question. J'aimerais quand même lui rappeler que dans son propre parti, les gens disent une chose et pensent une autre. Et je pense, avant même de parler aux Canadiens, ils devraient s'entendre dans le parti sur quoi ils veulent faire avec les maisons. De ce côté de la Chambre, on a une stratégie nationale de logement. On veut travailler avec les provinces et les municipalités et surtout pas, Madame la Présidente, les insulter. L'honorable leader de l'opposition. Madam Speaker. Madame la Présidente, aujourd'hui à 15 heures, la population du Canada atteindra 40 millions d'habitants. En même temps, le nombre de maisons construites baisse de 19 %. Où allons-nous mettre tous ces gens? Le ministre de l'Immigration. Madame la Présidente, il est important de ne pas commencer à croire que la solution est de fermer la porte. Nous devons nous servir de nos politiques d'immigration pour faire venir les gens qui ont les compétences dont nous avons besoin pour construire plus de maisons. Je crois que tout le monde est favorable à l'intégration de nouveaux arrivants dans notre société, mais il faut aussi construire des maisons pour veiller à ce que les gens puissent réussir. Nous avons travaillé ces dernières années avec la stratégie sur le logement et nous tentons aussi d'attirer des gens qui pourront nous aider à venir construire davantage de maisons. Leader de l'opposition. La solution, c'est de construire plus de maisons. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de ce premier ministre, le nombre de maisons par habitant au pays a baissé. Les paiements hypothécaires moyens ont augmenté de 122 %, le loyer de plus de 100 %, la mise de fonds de plus de 100 %. C'est son bilan. Il a doublé les coûts du logement après 8 années de déficit qui font augmenter les taux d'intérêt. Il finance aussi les gardiens qui bloquent la construction. Vont-ils équilibrer le budget pour faire réduire les taux d'intérêt et l'inflation? Est-ce qu'on pourra aussi faire le lien au financement des municipalités avec le nombre de logements construits? La secrétaire parlementaire. Travailler avec les municipalités. Je suis contente de voir que le ton change puis qu'on arrête d'insulter les municipalités. Comme une ancienne conseillère municipale à Montréal, je pense qu'on veut s'assurer que les municipalités vont construire plus et c'est exactement ce que fait le fonds d'accélérateur pour les municipalités. Justement, ce que le chef de l'opposition propose, c'est ce qu'on a dit qu'on allait faire l'année passée. Je suis très heureuse de voir qu'on les a inspirés dans leur ligne aujourd'hui, me semble. Bravo. The Honourable Leader of the Opposition. Le chef de l'opposition. Eh bien, le gouvernement fait semblant de copier mes politiques. Il y a une grande distinction à faire. Ils ont présenté le soi-disant fonds d'accélération. Depuis, les constructions de logements ont décéléré. On parle d'une baisse de 19 % et en mai, la baisse était de 33 % sur une base annuelle. Alors, on construisait moins de logements depuis l'entrée à vigueur de cette mesure. Il faut terminer la construction avant que les municipalités obtiennent l'argent. Pourquoi ne pas financer les résultats plutôt que les promesses? Le chef du gouvernement Chambre, nous savons quelle est la politique du chef de l'opposition en matière de logement, c'est de ne rien faire. Pendant 10 ans, les conservateurs n'ont pas investi dans le logement. Ils n'en ont même pas parlé. Ils ont laissé la tâche aux autres ordres de gouvernement. Ce que nous avons fait, c'est d'être un leader en logement. Ils présentent des idées de choses que nous faisons déjà depuis des années. Au lieu d'insulter les maires et de dire à quel point les gouvernements municipaux sont incompétents, nous allons faire le travail. Le chef de l'opposition. Oui, nous avons livré la marchandise en matière de logement abordable. Le prix moyen d'une maison à l'époque était de 450 000. Maintenant, c'est plus de 700 000. Le loyer était de 1 000 $. Maintenant, il est 2 000 $.
Le député a raison. Nos programmes coûtent beaucoup moins pour les contribuables. On a dépensé beaucoup moins pour réaliser bien plus. Il faut rendre le logement abordable de nouveau. Il faut que les municipalités laissent les constructeurs bâtir des logements. Le leader du gouvernement en Chambre. Le chef de l'opposition réussit bien à présenter des faux chèques avec le logo conservateur. Mais pour ce qui est de l'action, on parle de 2,7 millions de personnes de plus qui vivaient dans la pauvreté. Ils ont vu la pire croissance de la pauvreté depuis R.B. Burnett. Évidemment, notre économie croît et le Canada mène le monde au lieu d'avoir des problèmes de ralentissement, nous avons des problèmes de croissance et nous sommes à la hauteur pour les relever les défis. Madame la Présidente. Order! À l'ordre. L'honorable député de Saint-Jean. Madame la Présidente, le ministre de la Sécurité publique ignorait tout du transfert de Paul Bernardo alors que son bureau savait depuis 3 mois. Mais là, c'est réglé qu'il nous dit parce qu'Astor a donné la directive à son bureau de l'informer. Or, la même chose s'est produite avec le premier ministre concernant les menaces de la Chine envers un député. Lui non plus, il n'avait pas été averti, mais là, c'est corrigé. Il y a une directive qui a été donnée au SCRS pour qu'il informe ses ministres maintenant. Ce gouvernement-là est en place depuis 2015. Madame la Présidente, rassurez-nous, dites-nous que c'est pas vrai que ça a pris 8 ans avant que les ministres demandent d'être informés de leur dossier. Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Madame la Présidente, comme le député dans l'autre côté comprend bien, les décisions de transférer à une personne qui est incarcérée, c'est un choix indépendant. Ça, c'est essentiel dans notre système. Et les décisions dans le cas en question étaient un choix du service correctionnel et c'est tellement important de ne pas politiser un issue aussi sérieux que ça. Le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, on en est sur le fait que les ministres semblent pas vraiment être informés de ce qui se passe. On le sait ici, tout le monde fonctionne par message texto. Ça, c'est pratique, cette histoire-là. Quand le destinataire voit le message, ça inscrit en bas de la mention « lu ». On peut même savoir à quel moment ça a été lu. Est-ce que le gouvernement pourrait pas implanter ça aussi dans les notes de brefage des ministres? Ça aurait l'avantage qu'au moins on le saurait quand c'est vrai qu'ils n'ont pas été informés de leur dossier. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Madame la Présidente, c'est une situation avec un crime tellement sérieux. C'est impossible de parler avec le type de crime comme ça s'il n'y a aucun mot pour ça. Mais certainement, pendant les mois de mars, le Premier ministre, les personnels a reçu l'information qu'il y avait une possibilité que quelqu'un va être transféré, mais c'était une possibilité. Quand le détail était concret, ça c'est le moment, à la fin de mai, que le Premier ministre... La députée de Vancouver-Est. La députée de Vancouver-Est. The honourable member is on mute. La députée est en sourdine. Pouvez-vous m'entendre maintenant? Oui, nous pouvons vous entendre. Les gens qui craignent la persécution sont touchés par l'entente sur le tiers pays sécuritaire. Les avocats du gouvernement sont d'accord qu'il devrait y avoir des exemptions pour certaines personnes. Les libéraux vont-ils faire la bonne chose et étendre l'exemption aux gens qui craignent la persécution fondée sur le genre? L'honorable ministre de l'Immigration. Madame la Présidente, je remercie la députée de sa question et de son travail au nom des gens vulnérables au Canada et partout dans le monde. Évidemment, elle a vu que la Cour suprême du Canada a maintenu l'entente sur le tiers pays sûr. On reconnaît que le Canada et les États-Unis ont la capacité de prendre des décisions pour surveiller et contrôler l'arrivée des gens qui demandent l'asile au Canada. Évidemment, il faut faire preuve de compassion, mais il faut aussi assurer l'ordre.
Nous allons trouver des moyens d'améliorer l'entente au fil des années. Nous allons surveiller cette question pour faire en sorte que les gens qui sont vulnérables et qui fuient la violence puissent avoir la capacité de venir au Canada. Le député de Elmwood-Transcona. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, dans le débat entre les conservateurs et les libéraux, on entend beaucoup parler de dépenses publiques et d'inflation. Mais ce dont ils ne parlent pas, ce sont les rôles des augmentations de prix et des profits records des entreprises en matière d'inflation. Les Canadiens le savent, ce sont eux qui paient les factures. Et le plus grand stress pour eux maintenant, ce sont leurs positions financières. Le Comité de l'agriculture a reconnu que les néo-démocrates avaient raison de demander des impôts sur les profits excessifs de ces entreprises. Les libéraux vont-ils finalement passer à l'acte? Parlementaire de la ministre de l'Agriculture. Je veux remercier mon collègue de sa question. J'aurais aimé qu'il parle à certains de ses collègues. La recommandation dit que les politiciens ne devraient pas décider, mais plutôt que le Bureau de la concurrence devrait se pencher sur la question. Si le Bureau de la concurrence décide que oui, il y a des profits excédentaires, peut-être que la recommandation parlerait de mettre en place des impôts sur les profits excessifs. Mais ça ne relève pas des politiciens, ça relève du Bureau de la concurrence. Le député de Calgary-Mindapour. Madame la Présidente, ce gouvernement parle de son rôle du transfèrement de Paul Bernardo. Ce sont eux qui sont responsables. Ils ont adopté le projet de loi C-83 qui a permis ce transfèrement. Le ministre de la Sécurité publique était au courant pendant 3 mois et n'a rien fait pour bloquer ce transfèrement. Pourquoi ne fait-il pas la chose honorable? Pourquoi ne démissionne-t-il pas? Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais vous dire à quel point il est troublant que l'opposition continue de soulever les crimes horribles commis et qui ont des répercussions sur toutes les victimes au pays. Certaines personnes ont communiqué avec moi, mais de dire que le projet de loi C-83 est responsable, c'est irresponsable. On a mis fin à l'isolement et on a mis en place des unités d'intervention structurées. Ça n'a rien à voir avec les transfèrements des délinquants. Le député de Calgary-Mindapour. Madame la Présidente, je crois que les Canadiens en ont assez de la fausse rage du gouvernement. En 2015, le premier ministre avait promis la reddition de comptes. Toutefois, le ministre de la Sécurité publique a induit la Chambre en erreur au moins 5 fois. Récemment, il a induit la Chambre en erreur en disant qu'il avait reçu une séance d'information sur le transfèrement de Paul Bernardo d'un établissement à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne. Pourquoi ne pas faire preuve de respect à l'égard des Canadiens? Pourquoi ne pas faire preuve de respect à l'égard de la Chambre et des victimes de Paul Bernardo? Pourquoi ne démissionne-t-il pas, le chef du gouvernement à la Chambre? Madame la Présidente, la députée sait que nous avons tous beaucoup de respect pour les victimes de Paul Bernardo. Évidemment, nous avons aussi beaucoup de respect pour le pays en entier qui l'a traumatisé de par ses crimes. Comme la députée le sait, nous sommes tous horrifiés toutes les fois qu'on entend parler de ces crimes. Mais nous savons aussi que nous avons un système correctionnel indépendant qui prend des décisions de façon indépendante sur les transfèrements des délinquants. Il faut éviter toute ingérence politique. Les gens ont le droit d'être indignés. Le député de Kelowna Lake Country. Merci, Madame la Présidente. Un tueur en série, un violeur en série, Paul Bernardo, a été transféré à un établissement à sécurité moyenne. Et le projet de loi C-83 libéral a facilité ce transfèrement. Le ministre de la Sécurité publique a dit qu'il devrait y avoir un examen pour déterminer si Bernardo devrait retourner dans un établissement à sécurité maximale. C'est incroyable. Les libéraux ont changé les lois et ça a permis à ce monstre d'avoir plus de confort et de liberté. Le ministre va-t-il revenir sur la décision? Le chef du gouvernement à la Chambre. Je crois qu'il faut faire très attention. On parle ici de crimes horribles. De dire qu'il y avait un autre système est faux. La réalité est que les transfèrements au pays ont toujours été faits de façon indépendante.
Je partage l'indignation de la députée, mais il faut respecter l'indépendance des services correctionnels. Il faut avoir une discussion mature sur les mesures à prendre à l'avenir. Il faut aussi maintenir l'indépendance des services correctionnels. La députée, pour les amis et les familles de Paul Bernardo, cette réponse n'est pas satisfaisante. Hier, on aurait pu adopter un projet de loi pour faire en sorte que les tueurs en série restent dans les établissements à sécurité maximale, mais ils l'ont rejeté. Les victimes ne sont pas la priorité des libéraux. Les conservateurs ont offert un moyen de régler le gâchis rapidement, mais ils ont rejeté la solution. Le ministre va-t-il prendre la sécurité au public? Va-t-il revenir sur la décision des changements apportés afin que des gens comme Bernardo n'aient pas accès à plus de liberté? Le chef du gouvernement en chambre. Madame la Présidente, je ne doute pas la députée lorsqu'elle parle de sa préoccupation pour les victimes. Elle ne devrait pas laisser entendre que nous ne partageons pas sa préoccupation pour les victimes. Les gens sont souvent touchés de façon viscérale par les crimes commis. Nous devons avoir les meilleures politiques en place pour garder nos communautés en sécurité. Il ne faut pas se laisser influencer par nos émotions. Bonjour, Madame la Présidente. Ça fait maintenant 3 jours qu'on demande la démission du ministre de la Sécurité publique. Il est encore en poste. Ça fait 3 jours qu'on demande au premier ministre de répondre à nos questions. Il ne le fait toujours pas. Il n'a pas le courage d'aller expliquer aux familles des victimes de Bernardo pourquoi il a créé des conditions qui ont permis au transfert dans une prison à sécurité moyenne. C'était le projet de loi 83. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement regrette ce geste? Bravo! L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Madame la Présidente, c'est pas le cas, pas du tout. Et c'est tellement malheureux de dire des choses comme ça. Particulièrement quand l'indépendance de notre système correctionnel est une fondation pour notre système correctionnel, presque le meilleur système correctionnel au monde. Ici, on a une discussion sur l'importance de l'enjeu, l'émotion dans l'enjeu. Oui, absolument. C'est important d'avoir une conversation comme ça, mais dans une façon responsable et avec la vérité, Madame la Présidente. Honorable député de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. Madame la Présidente, C-83, là, ça s'ajoute à toute une série d'erreurs, de décisions douteuses, de reculs, de contradictions que nous offre ce gouvernement quand vient le temps de protéger les victimes. Cette fois-ci, ce sont les familles des victimes de Bernardo qui souffrent une seconde fois parce que ce gouvernement a permis à ce dangereux criminel de bénéficier de conditions clémentes. Le gouvernement peut-il revenir sur cette décision et appuyer notre proposition faite hier de laisser les criminels dangereux en sécurité maximum? L'honorable ministre de la Justice. Madame la Présidente, le projet de loi C-83 n'a rien à faire avec la situation actuelle et n'a rien à faire avec la décision qui a été prise par les services correctionnels sur malheureusement, M. Bernardo. Le projet de loi C-83, c'est une réponse à une décision de la Cour suprême et d'autres experts qui nous ont dit que le confinement solitaire était contre la Charte et donc on a créé un autre type d'intervention structurée justement pour adresser la question. Mais je peux vous dire, Madame la Présidente, que le projet de loi n'a rien à faire avec la situation. L'honorable député de Trois-Rivières. Madame la Présidente, il ne reste plus qu'une semaine avant que cette Chambre n'ajourne pour l'été. Une toute petite semaine pour enfin lancer la commission d'enquête sur l'ingérence chinoise que la population réclame depuis cet hiver. Je fais appel au réalisme de mes collègues libéraux. Ils doivent tous comprendre à ce point-ci que cette commission d'enquête est inévitable. Mais surtout, je fais appel à leurs valeurs démocratiques. C'est un péril. Ils doivent comprendre aussi qu'une telle commission devra absolument publier ses recommandations pour mieux protéger la démocratie avant les prochaines élections. Le gouvernement va-t-il donner le feu vert à cette commission d'enquête publique et indépendante? Bravo! The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Public Safety. Thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Comme le député le sait, le ministre des Affaires intergouvernementales a indiqué que c'est une option. Nous examinons toutes les options, à savoir quelle est la prochaine étape à suivre. Mais toutes nos élections ont été justes.
On a déterminé qu'il n'y avait pas une ingérence et nous allons toujours prendre des mesures lorsque des acteurs étrangers hostiles tentent de s'ingérer. La députée de Trois-Rivières. Madame la Présidente, on dit que l'espoir fait vivre. Mais vous savez, comme sur une corde raide, disait Paul Valéry, le gouvernement dit vouloir collaborer. Mais il reste une semaine à la session pour annoncer une commission d'enquête. Et il n'a pas carte blanche. Il doit obtenir le consensus de la Chambre quant à son futur commissaire. Il doit laisser ce dernier ou cette dernière la marge de manœuvre pour préciser son mandat. Il doit s'assurer que la commission puisse conclure ses travaux avant les prochaines élections. Le temps fuit. Il doit annoncer cette commission d'enquête immédiatement. Alors pourquoi perdre du temps précieux? La secrétaire parlementaire, Madame la Présidente, nous sommes optimistes. Les discussions sont en cours. Le ministre des Affaires intergouvernementales a reçu la lettre du chef du Bloc avec des recommandations. Les ministres ont eu des discussions avec les chefs de parti. Mais Madame la Présidente, il y a des détails qui doivent être déterminés relativement à une enquête publique. Quel sera le mandat? Comment est-ce que cela fonctionnerait? Et nous ne pourrons y arriver qu'en travaillant ensemble. Et c'est exactement ce sur quoi le ministre travaille actuellement, le député de Sturgeon River Parkland. Madame la Présidente, le ministre de la Sécurité publique n'a pas réussi à empêcher le transfèrement de Paul Bernardo, un criminel notoire, vers un établissement à sécurité moyenne. C'était la conséquence des politiques du gouvernement, comme le projet de loi C-83. Hier, les conservateurs ont donné à ce gouvernement l'occasion de rectifier le tir, mais ils ont voté contre. Les Canadiens sont à l'écoute. Le ministre de la Sécurité publique doit rendre des comptes pour cette erreur. Le premier ministre aurait-il le courage de mettre ce ministre à la porte ou va-t-il nous faire une faveur et démissionner par lui-même? Les intérêts partisans des conservateurs sont bien établis. C'est une discussion séparée de celle que nous devons tenir relativement à cette situation qui indigne beaucoup de gens. C'est une décision qui a été prise de façon indépendante. C'est une décision qui relève de Services correctionnels Canada. Évidemment, ça nous préoccupe. C'est pourquoi un examen est en cours et dans 2 semaines, les services correctionnels rendront leur décision. Mais je rejette la prémisse avancée par le député de Sturgeon River Parkland. Nous savons que le premier ministre et le ministre de la Sécurité publique étaient au courant de ce transfèrement depuis 3 mois. Ce n'était pas une erreur, c'est le résultat des politiques du gouvernement. Encore une fois, c'était évitable. Les premiers ministres auraient pu corriger le tir, mais ils ont encore une fois échoué. Et eux, de dire le contraire, c'est de la désinformation. Le premier ministre va-t-il changer son titre au ministre de la désinformation? Le chef du gouvernement Chambre. Bon, je vois beaucoup de commentaires partisans. Et je dirais que c'est une question qui est très grave. On parle de crimes qui nous touchent tous, comme je l'ai dit plus tôt, Madame la Présidente. Cette décision a été prise par Services correctionnels Canada. Depuis longtemps, au pays, nous assurons l'indépendance des services correctionnels. Il ne doit pas y avoir d'ingérence politique. En fait, il faut veiller à ce que les politiciens ne s'ingèrent pas. Le député d'Edmonton Manning, Madame la Présidente, le projet de loi C-83 a permis au violeur et tueur Paul Bernardo d'être transféré d'une prison à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne en vertu de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le ministre a le pouvoir de le renvoyer là où il devrait être, mais il refuse de le faire. Son cabinet était au courant du transfèrement depuis des mois, mais le ministre a choisi de rester dans l'ignorance la plus totale. Pourquoi ne prend-il pas ses responsabilités et ne démissionne-t-il pas? Le ministre de la Justice. C'est absolument faux de dire que le projet de loi C-83 ait joué un rôle dans cette situation. On visait à mettre fin à l'isolement cellulaire. C'est une pratique qui était condamnée par les organismes de défense des droits de la personne.
On voulait maintenant avoir une forme d'intervention plus équitable. On voit vraiment qu'il y a des informations quant au lien entre le projet de loi C-83 et la situation du transfèrement de ce tueur notoire, le député de Saskatoon-Ouest. Madame la Présidente, Paul Bernardo est le pire être humain qui existe. Toutefois, le ministre libéraux défend son droit au confort des établissements à sécurité moyenne. Le ministre ne comprend peut-être pas, mais c'est leur projet de loi C-83 à l'article 28 qui a permis à ce tueur en série d'être transféré à un établissement à sécurité moindre. Hier, le gouvernement n'a pas voulu soutenir un projet de loi conservateur pour exiger que les tueurs restent dans des établissements à sécurité maximale. Pourquoi le ministre ne renverse-t-il pas ce changement? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je suis père, comme beaucoup de gens en cette Chambre qui sont des parents. Oui, j'ai une fille. Et l'idée que je ne sois pas indigné par ces crimes, c'est inacceptable. La différence, c'est que nous n'allons pas jouer avec les faits. Ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Ce projet de loi n'a aucune répercussion sur cette situation. On tente de créer de la partisanerie. Le député. Les bureaux de poste sont au cœur de nos collectivités. On se fie sur ces endroits pour aller chercher des biens essentiels. Les libéraux, les conservateurs qui se sont succédés leur ont coupé les vivres. Et quand ça ne fonctionne pas, les libéraux privatisent la poste, éliminant des emplois syndiqués. Et quand ça ne fonctionne pas, ils installent une boîte aux lettres et s'en lavent les mains. Quand le ministre va-t-il mettre fin à son plan de privatisation pour sauver des lieux communautaires et de bons emplois syndiqués? L'honorable ministre de l'Approvisionnement. Merci, Madame la Présidente. Merci au député pour sa question. Comme il le sait, Poste Canada, c'est une société de la couronne indépendante du gouvernement. Des discussions peuvent avoir lieu entre le dirigeant de Poste Canada et moi-même. Poste Canada évolue pour répondre à certains changements, pour répondre aux besoins de ses clients. Et Poste Canada continue de servir les collectivités et les Canadiens avec des services sur lesquels ils peuvent se fier. Le député de Skeena-Buckley Valley. Madame la Présidente, en tout respect, cette réponse ne convient pas. La politique du gouvernement en matière de postes laisse tomber les collectivités rurales. Ça ne fonctionne pas à Telegraph Creek, ça ne fonctionne pas à Atlin, ni dans 120 collectivités rurales qui ont perdu leur bureau de poste depuis que les gouvernements les ont fermés en 2015. Est-elle au courant des répercussions du modèle efficace que son gouvernement met en place pour Poste Canada et va-t-elle faire en sorte qu'aucune autre collectivité ne perde son bureau de poste? L'honorable ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. Madame la Présidente, je dois répéter que Poste Canada est une société de la couronne indépendante du gouvernement. Toutefois, nous travaillons ensemble pour veiller à ce que la Société des postes fournissent les services nécessaires aux Canadiens à un prix raisonnable. Nous allons continuer de travailler avec Poste Canada pour veiller à ce que la Société des postes continue de répondre aux besoins en évolution des Canadiens, y compris les changements apportés par la pandémie. Le député de Scarborough et Agincourt. Madame la Présidente, ce mois-ci, c'est le mois de la fierté. La semaine dernière, le drapeau de la fierté a été érigé sur la colline parlementaire, ce qui montre notre grand soutien à la collectivité LGBTQI+, qui continue de faire face à des obstacles systémiques. Nous savons qu'un entrepreneur sur 4 a été confronté à de la discrimination à cause de la propriété par une personne LGBTQI+. La ministre
du commerce international peut-elle faire le point sur l'annonce historique qui a été faite hier? L'honorable ministre, je remercie la députée pour sa question importante. La communauté de LGBTQI+, et les entrepreneurs qu'elle comprend contribuent grandement à l'économie canadienne à hauteur de millions de dollars, mais ils sont confrontés à de la discrimination à cause de ce qu'ils sont. 40% ont du mal à avoir accès à des capitaux. J'ai annoncé hier 25 millions de dollars pour aider ces entrepreneurs de la communauté de LGBTQ+, pour les aider à croître. L'honorable député de Haliburton-Kawartha-Lakes-Brock. Paul Bernardo est un tueur en série, un violeur en série, un monstre horrible. Et les monstres comme lui vivent dans plus de confort à cause des libéraux et leur politique laxiste en matière de criminalité. Nous avons proposé une motion hier avec le député de Niagara Falls pour que ces criminels demeurent dans des prisons en sécurité maximale. Mais le premier ministre a eu à expliquer pourquoi il n'a pas tenu compte de cette information qui lui avait été transmise concernant son transfert. Comment peut-il agir de la sorte quand il s'agit des monstres comme Bernardo? L'honorable leader du gouvernement en Chambre. Nous sommes tous contre des monstres comme Bernardo. C'est pourquoi nous nous sommes présentés pour maintenir nos collectivités en sécurité. Nous avons besoin de preuves et nous avons besoin d'arguments sensés. Bon, c'est intéressant. Quand j'ai parlé au leader de l'opposition en Chambre, il dit on ne peut pas utiliser des motions de consentement unanime de cette façon, que ce n'est pas utile, ce n'est pas productif, mais ils font exactement cela pour un grand changement. Le député de Haliburton-Kawartha-Lakes-Brock. Des services de police dans le nord de l'Ontario n'ont plus de ressources financières parce que le ministre de la Sécurité publique n'a pas renouvelé leur contrat. Hier, le même ministre a rejeté une motion pour que des violeurs, des meurtriers comme Paul Bernardo puissent demeurer en sécurité maximale. Le ministre ne peut pas se cacher derrière son personnel. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'il est d'accord pour que ce monstre ait plus de liberté? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre. Les victimes de Paul Bernardo et les victimes de tous les crimes doivent savoir que nous allons accumuler les meilleures preuves pour les maintenir en sécurité. Pour bien agir, nous devons être raisonnables. Nous ne devons pas faire de la partisanerie et jouer à des jeux partisans quant à ces questions. Il est question ici de crimes horribles, parmi les pires qu'on a vus ici au pays. On ne devrait pas jouer à des jeux politiques. Le député de Mécantic-L'Érable. Présidente, c'est ce gouvernement qui a introduit dans le projet de loi 83, la section 28, qui dit que tous les prisonniers doivent être placés dans l'environnement le moins restrictif possible pour cette personne. C'est pourquoi le député de Niagara Falls hier a demandé en cette Chambre d'adopter une motion unanime pour retirer ses propos et pour faire en sorte que les prévenus comme des violeurs en série soient placés dans un environnement de sécurité nécessaire pour eux. C'est simple, on aurait pu agir. Hier, les libéraux ont refusé. Pourquoi? L'honorable ministre de la Justice. Le Président, le projet de loi C-83 a visé la question du confinement en solitaire et on a changé le système pour avoir des unités d'intervention structurées, Madame la Présidente. Le Service de correction au Canada a toujours eu le pouvoir de prendre de telles décisions et c'est un service indépendant. Il faut que ce soit comme ça, Madame la Présidente. On était ouvert à l'idée de regarder la question, mais il faut regarder, comme le leader dans la Chambre vient de dire, il faut regarder
L'honorable député de Mégantic-L'Érable. C'est tellement indépendant qu'ils ont demandé, quand ils se sont fait prendre, Madame la Présidente, de faire un processus pour revoir la décision des Services correctionnels Canada, Madame la Présidente. Si c'est si indépendant de ça, pourquoi ils ont demandé à faire la revue de ce processus-là? Ils l'ont appris il y a 3 mois. Le bureau du premier ministre, son personnel, le bureau du ministre de la Sécurité publique ont appris il y a 3 mois que Paul Bernardo, ce violeur en série, serait placé dans une unité de sécurité moyenne, Madame la Présidente. C'est inacceptable. Les victimes avaient le droit de savoir pourquoi hier ont-ils refusé de faire ce qui était juste et de faire en sorte qu'on remette M. Bernardo. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Madame la Présidente, j'ai expliqué et je vais expliquer encore clairement que le choix de transférer une personne qui est incarcérée est un choix indépendant. Le service correctionnel, c'est essentiel que le service correctionnel fonctionne indépendamment, sans politique. Et maintenant, on demande le service correctionnel de faire une enquête, de dire si c'est possible, de changer le choix. Et dans 2 semaines, il va y avoir une réponse. Honorable député de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Ancien combattant Canada, l'arriéré des demandes de prestations d'invalidité est de 8 365 demandes. Ces 8 365 demandes dépassent la norme de service de 16 semaines, qui était déjà amplement longue. Pourtant, le directeur parlementaire publiait la solution en 2020. Ottawa n'avait qu'à embaucher 400 employés permanents, mais il a investi la moitié de ces postes dans des postes temporaires. Résultat, des milliers de vétérans subissent encore aujourd'hui ces délais inacceptables. Le ministre a enfin embauché des employés permanents. Minister for Veterans. Merci, Madame la Présidente. Our government has Notre gouvernement a investi près d'1 demi-million de dollars pour nous permettre d'embaucher des centaines d'employés et accélérer les traitements pour les anciens combattants. L'arriéré est de moins de 6 000 depuis la semaine dernière et nous avons vu une diminution de 70 %. Beaucoup de travail reste à faire et nous allons le faire, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il a fallu que le Bloc fasse des pressions en 2021. Ça prenait avant 57 semaines pour traiter les premières demandes de prestations d'invalidité des francophones. C'est passé à 29 semaines. Pas si mal. Mais la norme de service fixée est encore la même, c'est-à-dire 16 semaines. On reste bien au-dessus de la demande, Madame la Présidente. Derrière ces chiffres, il y a des vétérans qui souffrent, des vétérans qui attendent et qui se sentent carrément abandonnés par le gouvernement. Le ministre peut-il dire ce qu'il va faire et dès aujourd'hui pour accélérer le traitement? Le ministre des Anciens combattants. Merci, Madame la Présidente. Nous avons réduit le temps d'attente entre les anciens combattants francophones et anglophones de 80 % maintenant. Pour un ancien combattant francophone, c'est 2 semaines de moins de traitement par rapport à 2021. Je suis d'accord avec mon collègue. C'est encore trop long. Nous travaillons pour que ces demandes soient traitées le plus rapidement, aussi rapidement que les autres demandes. Et j'apprécie les commentaires de mon collègue, j'apprécie son aide au comité et nous devons voir ce que les anciens combattants reçoivent l'aide voulue en temps voulu. Le député de Parry Sound Muskoka. Madame la Présidente, plus tôt cette année, le gouvernement et ses fonctionnaires ont prédit qu'il y aurait moins de mise en chantier à cause des taux d'intérêt et ils avaient raison puisqu'il y a une différence de 23 % par rapport à l'année dernière. Ça ne ressemble pas au plan de construction que le gouvernement avait proposé. Probablement que leur politique empire la crise du logement. L'honorable secrétaire parlementaire. Collègue, sur une chose, c'est que les Canadiens partout au pays vivent des défis de trouver le logement qu'ils ont besoin. Non seulement il faut augmenter l'offre de logement, mais il faut aussi travailler sur le droit au logement. Et je serais curieuse de savoir si mon collègue serait d'accord pour que son parti finalement reconnaisse que le droit au logement est un droit humain, Madame la Présidente. L'honorable député de Parry Sound, Muskoka. Madame la Présidente,
Le ministre du Logement, hier, a dit que le travail est fait. On construisait davantage dans les années 70 par rapport à maintenant. Ils ont ce fonds d'accélérateur pour les municipalités, mais le travail ne se fait pas. Pourquoi ne promènent-ils pas des montants pour chaque porte, pour chaque logement, plutôt que de promettre des dollars qui n'amènent pas de construction? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de voir que les conservateurs s'intéressent à nouveau au logement parce que les années où ils étaient au pouvoir, ils ont réduit les investissements et dépenses en logement. Je viens de citer quelqu'un en 2013 qui disait que l'itinérance était en augmentation. Nous avons renouvelé, rénové de nombreux logements. Nous mettons en place le fonds d'accélérateur de logements. Nous travaillons pour construire davantage de logements pour ceux qui en ont le plus besoin. Madame la Présidente, le rêve canadien pour une famille, c'est d'avoir un logement ou une maison, pas de finir chez ses parents. Ce rêve est devenu inaccessible à cause des politiques inflationnistes de ce gouvernement libéral incompétent qui ne cesse de faire augmenter les coûts de la construction. Le Canada a besoin de plus de 100 000 nouveaux logements par année et les mises en chantier sont à la baisse partout au pays. Madame la Présidente, qu'entend faire le premier ministre à l'approche du 1er juillet pour aider la crise du logement dans les plus brefs délais? Excellent. Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je remercie mon collègue pour sa question. Et de ce côté de la Chambre, depuis le début de notre mandat en 2015, la stratégie nationale de logement qui a été mise en place va donner un soutien direct aux gens qui ont besoin de logement, construire l'offre de logement. On a mis des investissements historiques, que ce soit dans l'accélérateur de logement pour les municipalités, 1,5 milliard de dollars pour les coopératives, Madame la Présidente. Et non seulement ça, mais on va travailler sur le droit au logement. Parce que de ce côté de la Chambre, on croit que tous les Canadiens méritent un toit sur leur tête, Madame la Présidente. The honourable member for West Vancouver, Sunshine Coast, Sea to Sky Country. Madame la Présidente, le caribou boréal est une espèce qui est présente uniquement au Canada. Cette espèce joue un rôle important dans la culture et l'histoire des peuples autochtones au Canada et elle est au cœur de la biodiversité de la forêt boréale. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux se partagent la responsabilité d'assurer la survie et le rétablissement à long terme du caribou. Est-ce que le secrétaire parlementaire de la ministre des Finances peut dire à cette Chambre ce que notre gouvernement fait pour la protection du caribou? Le secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue pour sa question. Les feux de forêt qui font ravage au Québec en ce moment ont certainement une incidence sur la population nationale de caribou qui est, rappelons-le, déjà en déclin. Cette situation fait surtout croître l'urgence d'agir. Et justement, hier, le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques a établi un échéancier pour les plans de protection du caribou du Québec. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Wellington-Halton Hills. Madame la Présidente, la démission d'un haut dirigeant de la Banque d'investissement de l'Asie confirme ce que l'on croyait. C'est une banque qui permet à la Chine d'élargir son influence dans la région Indo-Pacifique. Et la banque fait des prêts à la junte militaire au Myanmar. Et on pense aussi qu'elle pourrait recommencer à prêter des fonds à la Russie. Quelle autre preuve le gouvernement a-t-il besoin pour comprendre que la mission de cette banque va à l'encontre des valeurs canadiennes? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Comme le député le sait, le gouvernement a cessé toutes les activités du Canada au sein de la Banque. Le ministre de la Finance a demandé à son ministère de faire un examen tout de suite de ces allégations d'activité et le Canada discute avec ses alliés et partenaires de ceux-ci qui font aussi partie de la Banque. Le député de Wellington-Halton Hills, il y a quelques années, Affaires mondiales Canada a dit que la Banque est un exemple de la manière dont Pékin fait la promotion de ses politiques qui vont complètement à l'encontre de celles du Canada, notamment en matière de droits de la personne.
Wayne Easter, ancien libéral, a dit que cette recommandation devrait servir d'avertissement pour le gouvernement. Quand le gouvernement va-t-il tenir compte de ces avertissements? Quand va-t-il se retirer de cette banque? Comme je disais, le gouvernement du Canada a effectivement mis fin à toutes les activités menées par le gouvernement au sein de la banque et la ministre a chargé le département des Finances à mener un examen de la participation du Canada. Madame la Présidente, le gouvernement canadien discute également de cette question avec nos alliés et partenaires membres de la banque. L'honorable député de Calgary-Shepherd, il y a 6 ans, le gouvernement libéral avait que des louanges à chanter pour la Banque d'infrastructure en Asie. Le ministre des Finances a dit à l'époque qu'il était content que le Canada confie des fonds à cette banque qui était indépendante de tout gouvernement. Maintenant, des hauts dirigeants ont démissionné en disant que cette banque est dominée par des acteurs du régime communiste chinois. 6 ans plus tard, 200 millions de dollars plus tard, les conservateurs les ont prévenus. Quand va-t-on récupérer notre argent, l'argent des contribuables? La Finance a chargé le département avec un examen complet de la participation du Canada et notre gouvernement a mis fin à toutes les activités menées par le gouvernement au sein de cette banque. Merci. L'honorable député de Coquitlam, Port Coquitlam. Madame la Présidente, avec une grande tradition de service, chez moi, dans la vallée du Bas-Fraser, il y a de nombreux membres des familles de militaires. Nous avons vu que ceux qui servent les Forces armées canadiennes, doivent quitter leur famille sans préavis. Leur sacrifice est difficile, mais ils servent le Canada pour qu'il soit plus prospère, plus sûr. Le secrétaire parlementaire peut-il nous dire ce que fait le Canada sans faille pour aider les familles des militaires? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de la Défense. Merci. Je remercie mon collègue pour sa question, pour son travail acharné et pour son engagement envers les Forces armées canadiennes. J'ai rencontré des homologues provinciaux récemment à Gagetown pour la réunion annuelle de Canada sans faille et nous avons discuté d'initiatives clés comme améliorer l'emploi des conjointes de militaires et d'autres services comme l'accès aux services de garde. Notre gouvernement est déterminé à améliorer les ressources et les services pour les Forces armées canadiennes pour que eux et leurs familles puissent servir sans faille. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Des vaisseaux sont abandonnés sur nos côtes. Les libéraux ont promis de faire le ménage, mais très peu ont été retirés. Encore pire, ces vaisseaux augmentent en nombre. Il y a des solutions. Hier, j'ai déposé un projet de loi qui demande au gouvernement de travailler avec les Premières Nations et les collectivités pour protéger nos océans. Les libéraux vont-ils cesser de prétendre qu'ils maîtrisent la situation? Quand vont-ils faire le ménage avec les vaisseaux abandonnés? L'honorable ministre, merci pour la question. Les vaisseaux, les bateaux abandonnés sont présents le long de nos côtes et il y a des fuites de pétrole et d'autres substances. C'est pourquoi notre gouvernement a proposé la loi sur les bateaux abandonnés. Nous travaillons à identifier les navires dont il faut s'occuper en priorité et le ministère y travaille. Madame la Présidente, dans les derniers jours, on apprenait que nos soldats déployés en Lettonie à la frontière russe s'achètent eux-mêmes du matériel moderne puisqu'ils sont à bout de patience d'attendre que la défense les approvisionne correctement. Dans son témoignage en comité, voici ce qu'a affirmé la vérificatrice générale. Le gouvernement et la fonction publique n'ont pas pris les mesures des dangers qui nous guettent. Je me demande s'il y a un sentiment d'urgence au Canada pour équiper nos militaires et nos troupes correctement. Madame la Présidente, il y a urgence d'investir dans nos forces armées canadiennes. Est-ce que le premier ministre ou la ministre des Finances peut nous dire s'ils ont l'intention d'envoyer une directive claire afin de corriger la situation? Secrétaire de la ministre de la Défense. Thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente. Les soldats sont équipés avec
du matériel moderne et c'est une priorité de les outiller ainsi pour les forces armées. En 2023, nous avons fait des progrès. Nous avons fourni des vêtements plus sophistiqués et nous avons notamment aussi le pistolet C-22 qui a été fourni. Nous avons des casques de prochaine génération, des couvertures auto-chauffantes, bien outiller les forces armées et ses membres. C'est une priorité pour le gouvernement. Voilà qui met fin à la période des questions aujourd'hui. Avant que tout le monde ne quitte à la suite des discussions entre les représentants de tous les partis à la Chambre, je crois comprendre qu'il y a consentement pour observer un moment de silence pour les victimes de l'événement tragique survenu au Manitoba. J'invite les honorables députés à se lever. Merci beaucoup.